D'abord, donc, un tout petit rappel sur les enjeux, donc la diversification des itinéraires. Hein. De plus en plus, également, on nous demande des animaux différents, des types de rations différentes pour pouvoir avoir des spécificités produits différentes. L'importance de l'évaluation des conséquences environnementales des choix, et notamment dans les ateliers d'engraissement, je pense que c'est important. Et toujours ce problème de la réduction des coûts d'alimentation, parce qu'on n'a quand même pas une grosse marge économique sur ces produits-là. Les réponses, en termes de réponses, on les a toujours regardées sur des lots d'animaux. Et puis la réponse qu'on a dans ce genre d'animal, c'est le poids. Donc on mesure des poids qu'on essaye de traduire en gain de poids vif. Et le gain de poids vif, donc, ça peut être un objectif de rationnement, mais ça peut être également une réponse autour donc, de les apports de la ration à gérer. Donc quand je vous dis ce problème de la mesure, effectivement, ça peut paraître trivial, mais le gain de poids se mesure toujours sur un intervalle de temps, delta t, c'est-à-dire que vous mesurez des poids, et puis après vous mesurez la différence et vous dites, tiens, ça c'est un gain de poids. Et puis quand vous voulez après le modéliser, vous avez toujours des courbes de croissance référence, et puis vous utilisez la référence et la dérivée pour considérer le gain. Donc il y a toujours un hiatus, on ne mesure pas vraiment ce que l'on a représenté. Donc le schéma, il est un peu le même que tout à l'heure, c'est-à-dire que là, je n'ai pas mis l'animal, je n'ai pas représenté l'animal, mais on retrouve les mêmes l'ingestion, donc le module des apports systali, et puis l'ensemble des besoins avec donc une part de composition du gain, une part d'entretien et de dépenses non productives, sachant que là, on est plutôt dans on n'est pas du 70-30, on est plutôt entre du... ici, c'est la composition du gain, ça peut aller jusqu'à 50% de l'ensemble des besoins. Et puis, on va analyser d'abord, dans un premier temps, donc, cet aspect de réponse gain. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans la réponse gain? Donc, le gain, effectivement, si on le modélise à travers donc, des courbes de référence, puisque c'est ça l'objectif, hein, c'est de se positionner dans le schéma que vous a présenté Philippe ce matin, donc des courbes de référence. La référence, ça va être quelque chose dans ce goût-là, une croissance qui évolue au cours du temps. Ici, c'est le poids qui exprime le temps, avec un maximum autour du point d'inflexion d'une courbe sigmoïde des poids. Donc ici, on a pris l'exemple d'un taurignon laitier, et ça se traduit donc en termes d'évolution de la composition du gain, avec donc une proportion croissante de lipides et une proportion de protéines relativement constante autour de 10-20%, on descend en dessous de 10%. Et vous voyez que donc, ça correspond à peu près à un maximum sur un bovin viande, on va être autour de 250 grammes de protéines fixées par jour. Bon, donc au final, en énergie, on va avoir un gain d'énergie qui augmente en permanence par la composition du gain en lipides et le gain en protéines qui, lui, nous fournit le besoin protéine. Alors, ce schéma-là, bien sûr, il est soumis à une grande variabilité selon les types d'animaux, les proportions, les valeurs du gain. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai cité le gain de protéines, mais là, le gain en lipides, c'est encore plus important, puisque sur les génisses, on est entre 30 et 60%, et sur les taurillons, on va être entre 15 et 25%. Donc, on va vraiment avoir des différences très particulières. Donc là, on est sur un schéma, vous voyez, de courbe de référence. Si on se positionne par rapport à cette courbe de référence à l'instant T, tout à l'heure, je vous parlais de DT, hein, à ce moment-là, on va plutôt regarder les réponses relatives à des apports variés à un moment donné. Et donc ici, on est sur ce schéma qui est par rapport à des apports relatifs en énergie, qui avait été proposé d'ailleurs par Daniel, je crois. On est sur des réponses, vous voyez, qui changent en apport relatif ici en énergie, qui change entre le gain de lipides qui va être avec une allométrie de 1,8 alors que le gain de protéines va pratiquement pas bouger. Et ça va dépendre de là où on se positionne dans la courbe de croissance relative de référence dont je vous ai présenté tout à l'heure. Donc on est ici sur un schéma où entre l'animal qu'on va observer et qui n'est pas tout à fait sur la courbe de référence et donc pour lequel on va avoir des apports relatifs un tout petit peu plus importants, on va être sur des relations d'allométrie, des changements en termes de relations d'allométrie pour aller chercher le gain de lipides et le gain de protéines. Alors, pour pouvoir faire tout ça, donc,
on a implémenté donc des modèles, puisqu'on est forcément les mesures directes de la composition du gain devant les coûts sont peu réalistes, et puis devant l'ensemble des situations sont peu réalistes. Donc on est sur une démarche de modélisation. Et dans cette démarche de modélisation, on sépare deux types de modèles dans les modèles de la composition du gain. Ceux qui sont un peu statiques, qui nous décrivent la situation sur une trajectoire potentielle, et ceux qui sont plus dynamiques, qui considèrent une démarche où le chemin passé peut prévoir l'avenir, c'est-à-dire que le poids de jour J et J plus 1 dépend du poids du jour J, etc. Est-ce que le bestiau a bouffé le jour J, etc. Donc là, cette démarche dynamique, on est plutôt sur une recherche de simuler la croissance, et ce n'est pas ces modèles-là que l'on utilise pour la détermination des besoins. On est plutôt resté sur une démarche statique, de modèles statiques, comme on avait jusqu'à présent. Donc, quel modèle on a dans notre besace pour estimer les besoins, hein, de composition du gain, puisque la composition du gain, c'est finalement ce qui nous intéresse, comme je vous l'ai présenté au départ, dans les courbes de référence. Donc, on a le modèle de Roblin et d'Hannicke qui part de l'animal de référence. On a, nous, considéré 9 animaux de référence en finition, pour lesquels le gain de poids est supérieur à 1000 grammes par jour. Et on a 5 catégories d'animaux en croissance, donc d'animaux d'élevage, génisses, génisses laitières, génisses à viande, pour lequel on va raisonner en UFL et pour lequel le gain de poids est inférieur à 1000 grammes par jour. Et puis on a un deuxième modèle qui est plus spécifique pour les vaches de réforme, dans lequel c'est l'âge et la note d'état qui sont plutôt importants pour déterminer la courbe de référence, et pour lequel on va avoir donc 4 formats et 2 types. Donc on définit un peu les formats au départ, avec 4 formats, grand, moyen, petit, et 2 types, un type laitier et un type avion. Donc je vais surtout insister sur la première partie, donc le modèle de composition du gain, puisque le deuxième modèle est bâti à peu près sur le même schéma, et donc ça ne serait pas intéressant, dans le temps qui m'est imparti, de parler des deux. Je resterai sur le premier. Voilà, donc la première chose que l'on a été faire, c'était donc de réviser ces courbes de référence de composition du gain par rapport aux modèles et aux données dont nous disposions. Alors, le modèle, l'approche mécaniste de la composition du gain, donc ce modèle Roblin-Daniquet dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc d'abord, c'est un modèle qui est robuste puisque ça fait longtemps qu'il fonctionne dans nos recommandations alimentaires. En fait, et on définit une courbe de croissance de type Gompers entre 2 poids, enfin 2 âges et 2 poids, donc ça correspond à 2 poids. Et donc ça fait, pour définir une courbe de croissance de type Gompers, ça fait 3 paramètres. Et puis après, on définit à ces endroits-là des mesures. Par mesure, on définit donc le contenu digestif à cet endroit-là, et le contenu digestif au départ, et le contenu digestif à l'arrivée, ce qui nous permet de travailler après par allométrie relative entre ces différents points. Donc on est sur à peu près, donc vous voyez, 7 paramètres pour définir une courbe de référence qui sont réajustables en fonction des types d'animaux. Ensuite, donc, on va combiner donc, ces 3 relations combinaison de 3 relations d'allométrie, à la fois pour définir le gain de poids vide à partir des 2 poids et contenu digestif qu'on avait, le gain de lipides à partir des poids vifs et des lipides qu'on a mis dans la courbe de référence, et la masse des lipidés pour définir le gain de protéines. Donc par ces 3 relations d'allométrie, après on définit pratiquement toute la composition de notre gain. Et puis ensuite, on est sur une correction de ce coefficient, de cette composition observée sur la courbe de référence pour s'ajuster mieux à l'animal moyen observé. Et là, on a utilisé donc, les relations que je vous ai présentées tout à l'heure en fonction de l'apport plus ou moins important d'énergie que l'animal pouvait recevoir ou pas. Donc on est sur une correction après par allométrie. Donc voilà globalement, très rapidement, rappeler la manière dont on construit des courbes de référence de composition du gain.
Et puis pour cela, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Dans ce qui est nouveau, c'est l'ajustement de ces courbes, un nouvel ajustement à partir donc de la base. On a fait tout un travail sur la base abattoir INRA de Tay, en allant chercher par extraction depuis 1995 donc des aspects de contenu digestif, de rendement, d'organes qui sont pesés, de dépôt adipeux 5e quartier, de poids carcasse, de composition carcasse. Vous voyez ici, pour un ensemble d'animaux, donc des taurillons, des vaches et des génisses de race à viande, ou des taurillons et des vaches de race laitière. Et vous voyez qu'on a à l'arrivée une bonne estimation des dépôts adipeux qui nous permet à certains endroits donc également de définir les lipides, puisque des dépôts, des tissus, on arrive à la composition chimique relativement facilement. Et on a pu comme ça recaler par rapport aux animaux actuels l'évolution de l'engraissement final des taurillons, par exemple. C'est un de nos résultats. Alors, une fois qu'on a fini ce travail-là, on est allé rechercher donc les valeurs d'entretien de ce pavé-là, la valeur retenue d'entretien, pour pouvoir caler les besoins et les apports dans notre démarche. Alors, la démarche a été proposée, donc ici c'est un schéma que je vous propose de lire comme ça. En fait, on a, par le modèle de croissance, on a l'énergie du gain. On a ici, on divise par un rendement métabolique qui dépend de la composition du gain. Donc on l'a appelé KPF, donc qui varie entre 0,6 pour des lipides et 0,35 pour des protéines, en fonction de l'énergie fixée sous forme de protéines. Donc ça n'a pas changé non plus. On a conservé ce modèle du rendement. Et on arrive donc à l'énergie métabolisable liée au gain, sur lesquelles on va ajouter l'énergie métabolisable qui est liée aux dépenses d'entretien. Et puisqu'on est ici sur une démarche qui est complètement fixée par l'animal, on est sur un KM fixé moyen, mais ce KM fixé moyen, on est obligé de le caler par rapport à l'ensemble des rations moyennes qu'on va donner à nos animaux. Donc on a refait un calcul donc, sur notre base de données de l'ensemble des rations et de la concentration en énergie métabolisable de ces rations, donc le petit Q, sur lesquels, et on a gardé donc des nouvelles valeurs de petit Q qui fixent en fait le KM et après le KMF ou le KLS quand on passe de l'énergie métabolisable aux besoins exprimés en UF et en UFL ou en UFV. Donc qu'on divise après par 1760. Donc ça c'est globalement ce pavé-là, il dépend uniquement de l'animal. Hein. La seule chose c'est que ici on va aller chercher quelque chose de moyen par rapport au type d'animal sur lequel on travaille. Et puis après, on a les apports observés, donc Cystali, dans les rations de notre base de données. Et après, c'est le paramètre d'entretien ici que l'on va ajuster pour pouvoir faire une bonne relation entre les apports des rations et des besoins, et pour s'assurer que tout notre édifice, là, il n'est pas trop branlant et il correspond bien un peu à la réalité de terrain. Donc pour faire cet ajustement, on est allé chercher donc ce qu'on avait réalisé donc en 2013 avec Arvalis, l'Institut de l'élevage et l'INRA, donc notamment avec Alexis Ferrard qui est ici, dans la base de données Beefbox. Donc on a utilisé cette base de données pour redéfinir dans cette base de données la valeur des rations sous la forme du nouveau modèle des apports. Et puis après, donc, on a choisi un certain nombre d'expérimentations, donc des taurillons en finition de différentes races pour ajuster notre dépense d'entretien. Alors, voilà ce que ça donne. Donc en gros, on a un point, ça correspond à un lot observé pendant une période. Et on a donc des charolais, des limousins et des blonds. Et ici, vous avez les apports UFV Cystali observés dans les essais. Donc c'est les mesures d'ingestion par groupe recalculées. Et ici, vous avez donc les besoins UFV prédits par le modèle. Et vous voyez qu'on essaye après d'ajuster au mieux l'ensemble sur la bissectrice. Et on a retenu donc des valeurs de 100, vous voyez, de 102, 98 et 100 pour les charolais, les limousins et les salaires. Alors si on traduisait ça en UF, ça va vous faire à peu près 0,049, quelque chose comme ça. Tout à l'heure on était à 0,043 pour
les animaux tarifs. Vous voyez qu'ici on est à 0,049, ce qui est assez logique. Les jeunes ont souvent des besoins, dans la littérature, des besoins d'entretien plus élevés que les animaux adultes. Donc on n'est pas trop mécontent de notre ajustement, et on a pu aussi montrer après il y a une part d'expertise qui nous a ici, puisque vous voyez que les taurillons salaires, eux, ils sont un petit peu surestimés dans ce nuage de points. Mais bon, on savait que globalement, il n'y avait pratiquement que des salaires de l'INRA, et on sait qu'on était un petit peu au-dessus de la moyenne des lots salaires. Donc après, on a traduit ça un petit peu aussi par expertise, mais ça, je pense que de toute façon, les retours terrain nous permettront, si c'est nécessaire, de réajuster cette valeur-là. Donc au final, on a voilà les 15 nouvelles catégories que l'on a dans le livre. Et ici, j'insisterai plutôt sur cette nouveauté que l'on avait fait avec nos collègues de Tigasque en Irlande, autour de bœufs croisés de race britannique, donc des steers de 20-24 mois, et des génisses croisés de race britannique 20-24 mois, des Heifers. Voilà, j'avais dit à Luc Delaby que je parlerais un petit peu anglais, c'est fait. Voilà. Bien, continuons. Donc on arrive après aux aspects de PDI. Pareil, pour faire le lien entre les besoins, les apports et les besoins en PDI, sachant qu'on applique le modèle commun des dépenses non productives Sistali. Donc ce qui nous compte au départ, c'est les protéines fixées aux différents poids et GMQ. Donc le calcul est fait, lui, par le modèle de croissance, une fois qu'on a ajusté donc bien l'énergie. Les dépenses azotées des fonctions non productives, on en a parlé ce matin, c'est les matières azotées endogènes, les phanères et l'urine endogène. Et puis après, on travaille sur l'efficience PDI à travers ce rapport. Donc, ce qui compte ici, je veux vous faire remarquer que le rapport est relativement simple, mais on a un terme ici qui sont les protéines déposées, et on a vu que ça variait quand même pas mal. Ici, les apports, ils vont dépendre donc de la forme, de la capacité d'ingestion que vous allez mettre. Il y en a plus ou moins, et puis bien sûr de la valeur de la ration en azote. Et donc, on a au final des valeurs calculées de FPDI qui sont très variables, puisque c'est dans un ensemble de rations. Ces choses-là changent. Et donc, au final, ici, on a entre 0,7 et 0,4, et avec un effet majeur du défaut protéique et de l'ingestion. Alors voilà ce que ça donne un petit peu en termes de schéma. Donc ici vous avez le poids, et vous avez la variation donc de FPDI en fonction du poids. Ici c'est pour un taurillon charolais, j'ai pris un taurillon charolais à partir de l'ensemble des rations qu'on avait travaillé sur ce taurillon charolais. Et je vous ferai remarquer donc que ça varie quand même pas mal, puisqu'on est entre 0,7 et 0,45 à peu près. Donc ça baisse, mais c'est une efficience calculée. Et je vous ferai remarquer aussi un point, c'est que le GMQ, quand le GMQ augmente, que l'animal est jeune, on va déposer plus de protéines. Donc, on va augmenter le numérateur. Donc, globalement, on a tendance à améliorer l'efficience. Tandis que quand on a un animal plutôt âgé, le GMQ augmente, on va augmenter les apports. On augmente souvent les apports pour faire augmenter le gain. Mais à ce moment-là, on ne dépose pas plus de protéines. Donc, à ce moment-là, on a plutôt une efficience aurait tendance à baisser. Donc, vous voyez, on a un effet de balance selon l'âge du GMQ. Une autre observation, c'est quand on prend ici, ça c'était un taurillon charolais. Maintenant, si on prend un taurillon laitier, forcément, le taurillon laitier est inférieur, est en dessous, puisqu'il dépose moins de protéines. Et qu'en plus, l'ingestion des taurillons laitiers est supérieure à même poids au taurillon allaitant. Donc on se retrouve avec une autre forme. Et on a autant de formes d'efficience qu'on a de types d'animaux différents, et qu'on a de courbes de croissance, de gain différentes et de courbes d'ingestion différentes. Vous voyez que ça fait quand même, après, une certaine difficulté à analyser cet indicateur FPDI. Alors, une remarque également, c'est que par rapport à ça, donc, on a fixé des seuils de balles pro-rue pour jouer sur la sensibilité plus ou moins importante des animaux. Ici, ils déposent pas mal de protéines, donc on ne va pas jouer trop sur balles pro-rue. Ici, on est sur des animaux qui peuvent recycler pas mal, donc on a pris des valeurs de balles pro-rue
qui sont inférieurs. Mais tout ça est lié dans le modèle final. Alors, on a également travaillé sur les capacités d'ingestion. Donc, on a recalculé des formes de capacité d'ingestion exprimées en UEB sous cette forme APV puissance B, donc avec une allométrie classique sur le poids, sachant que là, on a repris aussi ce qu'on avait fait dans le modèle BeefBox, pour le modèle BeefBox et pour le logiciel de simulation JBox. Donc, en fait, c'est surtout un ajustement de paramètres sur lequel que l'on a fait, et c'est pour ça que j'insiste pas plus. Voilà. Donc, au final, en termes de nouveaux tableaux de besoins, on vous propose dans l'ouvrage une cohérence entre l'ingestion, les besoins en UF et les besoins PDI, à travers donc l'ingestion par le type et le poids, les besoins UFV par le modèle de croissance, le poids et le GMQ, et le besoin PDI par l'ingestion, le modèle de croissance, le seuil Valproru et l'efficience PDI calculée. Alors, pour pouvoir construire ces tableaux, on s'est donné en fait un jeu de données, de rations, fourrage concentré, qui couvre les besoins en énergie pour différents poids et GMQ. Puisque globalement, UF et UEB, besoin d'UF et énergie et ingestion ne dépendent que de l'animal. On s'est donné déjà au départ des grilles sur lesquelles on avait des rations qui couvraient à la fois ingestion et besoin UF. Et puis après, on a construit la gamme des rations dans lesquelles on pouvait avoir des variations pour les besoins PDI et les indicateurs associés qui sont BPR, FPDI et MOND. MOND étant en fait caractérise les rations. Donc ça nous donne des tableaux qui sont un petit peu différents par rapport à avant. Vous voyez, puisque globalement vous avez ce que vous retrouvez, ce qui existait avant, on va dire. Des poids, ici 300, 350, 400, et puis j'ai été directement à 800, c'est un bout de tableau, des gains de poids, et puis des besoins en UF, en capacité d'ingestion, en densité énergétique de la ration. Ça ne dépend que de l'animal. Je crois que j'espère avoir été assez clair pour que ça soit clair, ça. Alors que, une fois que ça est calculé, enfin, tout le reste, donc, va dépendre du contexte de la ration. Hein, et on vous donne des moyennes pour un animal de 300 kg. Vous voyez qu'on est sur une efficience PDI qui est autour de 0,70, mais on va se trouver entre 0,68 et 0,72 suivant le gain de poids et la ration qu'on va distribuer, dont l'indicateur finalement est la matière organique non digestible. Donc ici on est entre 260 et 290. Et puis des BPR entre 0 et -5. Et puis donc en finale, on va se trouver avec des moyennes PDI par UF, vous voyez, qui sont de 93, 90 et qui descendent jusqu'à 80 quand on est sur des animaux un peu plus lourds. Au final, c'est la dernière diapo. Au final, je crois, presque. Au final, on calcule des rations quand même avec tout ça. Hein, donc une ration va vous être présentée. Vous avez ici 3 rations par exemple, hein, dans lesquelles on a l'ensilage de maïs, les 2 ensilages d'herbe pour un taurillon charolais de 500 kg qui pousserait en moyenne sur sa carrière de 1350 grammes par jour. C'est ce qu'on avait dans la base de données. Et vous voyez qu'on va se retrouver avec des efficiences PDI, des GMQ possibles d'abord, puisque la production finalement est aussi en même temps une des possibles d'une sortie. Vous voyez qu'on n'est pas tout à fait à l'objectif. Ici, on est à 1350, là, on est plutôt à 1315, là, on va être à 1358. Des efficiences PDI qui vont varier, mais des BPR également qui vont varier. Et puis, bon, les besoins calcium-phosphore, je n'ai pas parlé des besoins calcium-phosphore, mais bien évidemment, on les propose également. Et un indicateur d'azote urinaire. Et vous voyez que le dernier, là, l'ensilage d'herbe, non seulement ici, il n'a pas une bonne efficience PDI, mais il a un indicateur d'azote urinaire relativement élevé. Voilà, donc en plus, on a tous les autres indicateurs qui sont associés au modèle Systali. Et en termes de conclusion, donc, la méthodologie de calcul est conservée, largement revue à travers tous les paramètres, confrontée à de nombreuses données à la fois d'ingestion, de courbe de croissance, de composition du gain et d'entretien.
Les besoins PDI et FPDI, c'est selon le nouveau système, et là, ça demandera quand même un petit peu d'apprentissage. Et puis, pour calculer ces rations, ces 3 rations, on a mis une fonction d'optimisation. Et ces fonctions d'optimisation, je pense qu'on sera amené à en discuter avec les utilisateurs terrain, parce que forcément, ça va sans doute être amené à évoluer, parce que c'est une vraie nouveauté et que ça demandera voilà, un peu d'expertise. Donc en termes d'avenir, il faudra sans doute adapter mieux les modèles au type d'animaux. On a toujours fait des recommandations par lot, mais si on veut aller vers davantage de calcul individuel pour un élevage de précision, ça demandera d'autres compétences. Voilà, je vous remercie.